lacune dans notre compréhension parce qu'on parle à partir de documents écrits et d'iconographie et qu'une grosse partie de l'enseignement passait par l'oral. Et au temps de Ramsès, les historiens ont trouvé que seulement 2% de la population maîtrisait la lecture et l'écriture. Et puis les textes ont souvent été copiés, recopiés. Ils ont été traduits. Par exemple, les textes grecs nous sont parvenus après avoir été traduits en syriaque, en arabe et retraduits en latin. En plus, les papyrus et les parchemins coûtaient fort cher et étaient rares. Le papier ne viendra de Chine et ne sera utilisé en début par les Arabes qu'au Xe siècle. Et l'imprimerie date de la fin du XVe. De plus, il faut quand même pas mal d'argent pour acheter des documents. Et les bibliothèques étaient rares. Et puis surtout, il faut se garder de penser en termes d'aujourd'hui la tradition. Donc, alors ça, on va commencer par la médecine égyptienne. C'est une illustration qui provient du livre des morts. Le livre des morts, c'était des rouleaux de papyrus qui étaient placés à côté de la momie. Et celui-ci date de l'époque ptolémaïque. L'époque ptolémaïque, c'est entre 330 et 29 avant Jésus-Christ. Et c'est au musée égyptologique de Turin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Égypte? L'Égypte, c'est d'abord un fleuve, c'est le Nil. Le Nil, dès 3200 avant Jésus-Christ, il existe une unité de peuplement, de langue et d'écriture, et toute la civilisation égyptienne est liée à ce fleuve. Qu'est-ce que l'Égypte? En gros, c'est 3000 ans d'histoire, c'est-à-dire qu'on part à peu près de moins 3200 jusqu'à moins 29, qui est la bataille d'Actium où Cléopâtre et Antoine ont été défaits par Octave, et l'Égypte est devenue romaine à ce moment-là. C'est en 3 empires, l'ancien, le moyen et le nouvel empire, séparés par des périodes intermédiaires. C'est en gros 30 dynasties, 300 pharaons. Mais c'est surtout une seule religion. Alors Osiris, c'est l'époux d'Isis qui est sa sœur. Alors il est vénéré parce qu'il a donné à l'Égypte les fruits et les céréales et arrêté le cannibalisme. Il va être assassiné par son frère cadet Seth, qui va lui usurper son trône. Isis ne va avoir de cesse que de retrouver tous les morceaux du corps démembré de son mari et après elle va le momifier. Osiris va gagner le monde de l'au-delà dont il va devenir le souverain. Horus, qui est le fils posthume d'Osiris et d'Isis, va combattre Seth, gagner et parachever la guérison d'Osiris. La base de la civilisation, c'est pas la croyance, mais le culte, et le pharaon, c'est l'intermédiaire entre le dieu et les hommes, et ça va donner une société très hiérarchisée. Alors, les statues sont au Louvre. Alors, nos sources, ce sont évidemment les papyrus. Alors, le papyrus d'Ebers, il est à Leipzig, il est fragmenté, mais c'est surtout un traité de pharmacologie, de formules magiques, et c'est le grand traité des vaisseaux. Le papyrus d'Eswin Smith, lui, il est à New York, c'est un traité de pathologie chirurgicale, et on a le papyrus du Louvre. Alors, celui-ci a été retrouvé en 2006 chez un antiquaire. Il traite de la médecine de cour du pharaon, avec les traitements et incantations pour les médecins, et comment préparer les momies des grands de la cour. Alors, il y a évidemment d'autres papyrus, mais là, c'est les principaux qui parlent de médecine. Tous les papyrus sont datés en gros de moins 1500 avant Jésus-Christ, mais ils seraient en fait des copies de traités plus anciens avec des introductions de scribes copieurs. Alors, si on peut dater un document, on date difficilement le contenu. On a aussi les ostracas. Les ostracas, c'est des bouts de poterie et de calcaire où il y a des inscriptions rupestres. Et puis, évidemment, les œuvres d'art, monuments, statues, bas-reliefs et objets médicaux. Alors ça, c'est le papyrus du Louvre. Le papyrus du Louvre, il a été traduit par M. Bardinet et on trouve les textes au musée du Louvre. Alors, les Égyptiens pensaient que celui qui souffrait de maladie était en proie à une force négative d'une divinité hostile. Donc, l'objectif du médecin va être de combattre la puissance invisible et irrationnelle qui perturbait l'organisme.
Là, c'est un morceau du papyrus du Louvre. Il est évidemment que toutes les parties grises, ce sont les parties manquantes. Et les dieux interviennent évidemment dans la santé. La médecine est née de la religion et la maladie est due à l'action néfaste d'un dieu ou d'un démon. Et nombre de dieux ont de l'importance dans le domaine médical. Comme dirait Yoyot, qui a traduit un monument de granit, c'est la déesse provoque des vagues de chaleur, sa force maléfique fait monter la fièvre, répand les épidémies et épizooties, intoxique la nourriture et pollue la crue du Nil. Alors on a par exemple, je vous en ai cité que quelques-uns, on a Sekhmet, qui est la déesse à tête de lionne, qui soit répand les maladies quand elle est furieuse, quand elle est apaisée, elle les retient. Mine, le dieu de la fertilité, parce que tous les soirs, il féconde sa mère, la déesse ciel, et chaque soir, et le matin, elle donne naissance au soleil. Seth, il répand les épidémies, Amon va par contre les détruire, et Bès, c'est un nain difforme qui est le dieu bienfaisant du mariage et de la grossesse. Et d'ailleurs, si on voulait être enceinte, il fallait boire l'eau qui ruisselait sur la statue et qui avait une vertu fertilisante. Alors, il est au musée du Louvre. Alors, le gouvernement de l'Égypte est très hiérarchisé. Cette hiérarchie touche tous les rouages du pouvoir et la médecine va être également très hiérarchisée du haut vers le bas. Et le palais royal est le centre d'organisation des activités médicales et les médecins du palais exercent un contrôle. À la tête, vous avez évidemment le grand des médecins du nord et du sud, et puis après, tous déclinent, les maîtres médecins du palais. Il y aurait des possibilités de gravir les différents échelons. Alors, il y a quand même 3 sortes. Ça, c'est la statue néophore du médecin-chef qui porte Osiris. C'est une statue du musée du Louvre. Alors ça, on a le Saou, qui est le premier des types de médecins. C'est un médecin magicien, rebouteux, et c'est lui qui accompagne les armées. Et il a un pouvoir de guérir et de prévenir les morsures de serpents et scorpions grâce à des formules magiques et à des remèdes. Ça, c'est Étépi, le médecin chef des magiciens, moins 2000 avant Jésus-Christ, il est au musée du Louvre. Le deuxième type de médecin, c'est le prêtre guérisseur qui est dans les temples. Il a un pouvoir énorme, il est également vétérinaire, alchimiste, et il est surtout l'intermédiaire du dieu qui propage la maladie et qui guérit. Et le troisième type de médecin, alors là, c'est le Sounou, ça c'est le médecin de base, non généraliste. Non, c'est pas un généraliste, c'est un médecin qui est au bas de l'échelle. Alors, c'est un hiéroglyphe qui est au musée de l'histoire de la médecine, à la fac de médecine rue de l'Odéon. Le pot, ça symbolise le réceptacle des traitements, et par contre, la flèche indique la capacité du médecin à voir et à soigner avec justesse. Les spécialités peuvent être cumulées parce que nous allons le voir, il n'y a pas de généraliste en médecine égyptienne. Alors, tous les médecins sont fonctionnaires, hein. Ils sont payés surtout en blé et en orge. Le médecin, le Sounou, le médecin de base, il est moins bien rémunéré qu'un scribe ou un potier, un scribe, oui, et la rémunération est souvent proportionnelle à la réputation du patient. Par contre, les médecins des palais étaient riches, propriétaires de terrains et de meubles funéraires. Alors, il y avait des femmes médecins. Alors, la transmission, l'enseignement était double. Soit il commençait déjà dans la famille, puisqu'on avait des dynasties de médecins, donc intrafamiliales, de père en fils, et collective dans les écoles ou les maisons de vie, c'était le temple, où il y avait des centres culturels, où il y avait les prêtres, les médecins, les astrologues. C'était supervisé par des anciens. C'est un enseignement qui est sous forme de dictée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de documents d'une forme d'enseignement clinique. Alors, ce qui est assez extraordinaire en Égypte, c'est qu'un organe égale une entité indépendante. La médecine est hyper spécialisée. Et comme disait Hérodote quand il a visité l'Égypte, le médecin est chez eux divisé en spécialités. Chaque médecin soigne une maladie et une seule. Aussi, le pays est-il plein de médecins, spécialistes des yeux, de la tête, des dents, du ventre ou encore des maladies incertaines. Les maladies incertaines,
c'est dû aux organes qu'on ne peut pas voir. Alors, vous avez l'ophtalmo, le dentiste, le berger de l'anus, le spécialiste du ventre, le spécialiste effectivement des maladies incertaines, l'interprète des liquides, mais on peut quand même cumuler plusieurs spécialisations. Alors, la pratique médicale, il faut savoir que magie et médecine sont étroitement liées, que tout est porteur de signification parce que la maladie, c'est la résultante d'une vengeance humaine ou d'une possession démoniaque. La source de la douleur ou de la maladie est toujours surnaturelle. C'est le démon qui s'immisce dans le corps et qui agit pour son propre compte. Et les démons, comme il y en a beaucoup de sortes dans la médecine égyptienne, ils s'acharnent à dévorer l'intérieur du corps de celui qui n'a pas suivi la loi divine fixée par le pharaon. Alors, l'examen clinique, il doit toujours être précédé d'une incantation parce que le médecin doit lui-même se protéger des puissances démoniaques qui persécutent son patient. Donc, il va se référer à des textes d'inspiration divine. Ensuite, il y a l'examen médical avec interrogatoire, examen clinique. Et la palpation était très importante parce qu'elle servait non seulement à examiner, mais également à circonscrire le mal, voire à l'extirper. Et guérir était pour les dieux un moyen de rétablir l'ordre du monde. Il faut noter aussi l'importance des maisons de vie, c'est-à-dire les temples, où on pouvait pratiquer des songes thérapeutiques lors du sommeil. Les dieux, lorsqu'on est endormi, on visite le monde des morts et on est donc en rapport avec le monde des dieux. Alors ça, je vous ai mis une incantation qui est tirée du papyrus du Louvre, qu'on prononçait afin de se protéger des puissances démoniaques. Alors, les maladies, il y en a certaines qui ont été bien décrites, la variole, la lèpre, le tétanos. Alors, la bilharziose était imputée à 7. La bilharziose, c'est une parasitose qu'on attrape dans les eaux croupies. Elle était imputée à 7 parce qu'elle donne une hématurie, c'est-à-dire des urines rouges, et qui était en rapport avec cette divinité. Là, on a par exemple une syphoscoliose ou un mal de pote, on ne sait pas très bien, c'est au musée d'art et d'histoire de Bruxelles. Là, c'est une séquelle et ça se voit très bien sur le musée, c'est au musée de Calbert, c'est une stèle et on voit très bien la jambe qui est amyotrophique, c'est une attaque de polio. Et qu'est-ce qui avait ça? C'était le portier Ruma qui était porteur de cette polio. Là, on a un pied beau qui est celui du pharaon Stipa qui est au Louvre. Alors, la chirurgie, surtout orthopédique, était bien développée parce qu'on savait réduire les luxations, les fractures, cautériser les plaies. Alors, les bandages sont en lin parce que le coton était encore inconnu à cette époque. Et dans le papyrus Smith, on indique que les sutures sont en boyau d'animal. On traitait les plaies avec surtout de la viande fraîche, du miel et de la graisse. Alors, l'ophtalmo est remarquablement développé puisqu'on opère de la cataracte, on retire les corps étrangers. Les infections oculaires étaient très fréquentes du fait du sable et des vents. Et puis, les amputations sont quand même plus punitives, semble-t-il, que thérapeutiques. Là, vous avez des instruments de chirurgie qui est sur la pyramide de Kom-Ombo. On y voit des couteaux, des lames, des sondes et puis des roseaux longs pour injecter les collyres. Là, ce sont d'autres instruments qui sont au musée du Caire dans une boîte d'ivoire. Là, c'est une intervention pour les blessures du nez avec par contre, c'est décrit dans le papyrus de Chester. Alors, la circoncision, c'est un bas-relief qui est sur un mur du Mastaba de Saqqara, moins 2400 avant Jésus-Christ. Hérodote en parle en disant qu'il pratiquait la circoncision pour des raisons d'hygiène et il préfère l'hygiène à l'esthétisme. Elle se faisait avec l'aide d'une pierre d'obsidienne. Alors, il y en a qui disent que Moïse, qui était évidemment en Égypte, quand il est revenu en Palestine, aurait ramené cette habitude et que c'est pour ça que les Juifs seraient actuellement circoncis. Enfin, c'est à prendre avec des pincettes. Là, je vous ai mis une scène d'accouchement et vous voyez que ce sont les déesses, ce sont des matrones à la tête d'Hathor qui aident la femme à accoucher.
on met le nouveau-né sous la protection divine. C'est un calcaire blanc du musée du Caire. Alors la pharmacopée était vraiment très très riche. On a retrouvé plus de 1740 recettes. Alors il traitait évidemment en fonction des préceptes des livres sacrés. C'est une médecine de recettes. Et il y a toutes les formules, hein, sirop, pastille, fumigation, en plâtre, lavement, c'était un des modes de traitement les plus souvent appliqués. Alors on avait des médicaments d'origine animale, le miel, le lait, d'origine minérale, l'ocre, l'alun, le natron, le sulfate de plomb qui était très utilisé pour les infections oculaires, l'albâtre pour le teint et le cuivre pour les furoncles. Et végétal, l'aloès et le ricin, c'était des laxatifs, l'huile, le vin. Alors le pavot était connu, hein, l'opium était connu, ainsi que la mandragore. Et on appliquait toujours avec des incantations. On avait le secret médical, évidemment, n'existait pas, mais il y avait le secret des formules de remède. Ça, c'est une trousse de pharmacie de la reine Menthéouc, c'est au Staatliche Museum de Berlin. Je vous ai mis un traitement contre les vers, c'est du natron rouge et de la farine, je ne vois pas parce que voilà, la bile de taureau. C'est mis dans un gâteau trempé dans du miel et ça sera mangé par l'homme jusqu'à ce que les vers tombent. C'est dans le papyrus du Louvre. Alors, il y avait évidemment les amulettes qui étaient très importantes parce qu'il fallait se protéger du mauvais sort et entre autres l'œil Ojda ou l'œil du faucon d'Horus, l'œil de l'invisible. Alors, ça ne serait pas complet si on ne parlait pas des momies. Toutes ces momies viennent du musée du Louvre. Hein. Et les embaumeurs, c'est une caste à part. Hein. Les processus d'embaumement suivent un protocole très strict en 7 étapes. Le chef des embaumeurs va toujours être accompagné d'un prêtre qui va réciter des incantations pendant toute la durée de l'opération. On lave le corps, on extrait le cerveau par les narines, on incise, on retire les organes abdominaux, on les lave, on remplit le ventre après par du linge imprégné de natron. Le natron, c'est un sel de sodium qui est issu des lacs de Basse-Égypte, c'est très important. On met de la myrte, de la cannelle et toutes sortes d'aromates. Au bout de 70 jours, on relave le corps. On l'enveloppe de bandes enduites de gomme végétale, on le met en sarcophage et après il va dans le monde des morts et il rejoint son nouveau lieu de vie. Alors pour les pauvres, c'est beaucoup plus simple. Hein. On met du jus de radis noir dans les intestins et on sale le corps au natron. Alors ces momies nous ont appris quand même un petit peu de quoi souffraient les Égyptiens. On a le ténia, l'ascaris, les plasmodium schistosomas, tout ça ce sont des parasites, les tuberculoses osseuses, pneumocoques, et puis aussi les caries dentaires. On sait que Ramsès II est mort d'une septicémie à la suite de caries dentaires. Il est mort très vieux, Ramsès II. Et j'espère que les nouvelles techniques scientifiques vont nous aider à comprendre un petit peu mieux toutes ces pathologies. Alors là, c'est un texte qui est dans le papyrus du Louvre qui décrit la manière dont est placé sur le brancard funéraire un corps, donc la tête est vers le haut et parce que vers le ciel, et puis les pieds sont vers le bas. Et voilà, c'est le papyrus du Louvre. Alors, la médecine égyptienne, dans l'Égypte ancienne, les tentatives de rationalité, comme vous le voyez, ne s'accompagnent d'aucun, oh, dis donc, il y a une faute d'orthographe, d'aucun progrès dans le traitement des maladies. Les traditions sont surtout orales, ce qui fait qu'on ne connaît pas encore largement tout ce qui s'est passé. On vient de découvrir un village en Égypte, j'espère que dedans on aura un petit peu plus de renseignements. Le clergé est très important, sa puissance repose en partie sur la crainte de la maladie et de la mort et la bonne santé dépend des dieux. Il y a des progrès dans la chirurgie et l'ophtalmo et les connaissances en anat et physio étaient rudimentaires et surtout ce qui est important c'est qu'il n'y a pas d'évolution en 3000 ans. La médecine est figée dès le départ, on ne touche pas au mythe d'Osiris, de plus il ne faut absolument pas s'écarter des textes. Voilà. Donc,
Voilà pour la médecine égyptienne. Je pense s'il y a des questions à poser, on les fera à la suite de l'exposé. Là, alors maintenant, on va aborder la médecine antique, la médecine grecque. Alors ça, c'est une fresque qui est sur le Duomo d'Anémie. Donc, vous voyez dessus, on a représenté Hippocrate et Galien. Ils ont pourtant 5 siècles d'écart, mais on a dit que c'était les deux jambes de la médecine grecque et ils vont influencer tous les deux la médecine arabe au 9e, 10e, 11e siècle, ensuite la médecine occidentale jusqu'à nos jours. Et ce qui caractérise la médecine grecque par rapport à l'égyptienne, c'est l'idée de progrès. Et puis évidemment, on a dit que Hippocrate a semé et Galien a cultivé. Alors, les premiers textes qu'on ait, les premiers témoignages d'histoire médicale, on les trouve dans l'Iliade. L'Iliade et l'Odyssée, vous le savez, sont des récits qui mélangent la tradition orale depuis la fin de la civilisation mycénienne et l'apport d'Homère qui est en moins 800 à peu près avant Jésus-Christ. Alors, Homère a-t-il existé ou pas? Je n'entre pas du tout dans la polémique, mais il faut savoir que dans l'Iliade, il y a énormément de textes médicaux et il décrit, dans l'Iliade, il y a Machaon et Podalide qui ont été décrits comme étant les fils d'Asclépios et qui ont soigné les blessés. Et ce qui est très important, c'est qu'ils soignent les blessés sans s'occuper des dieux. Et c'est Apollon qui soigne les dieux qui interviennent avec les mêmes méthodes d'ailleurs que les humains. Là, c'est une statue d'Asclépios qui est au musée d'histoire de la médecine à Bruxelles. Asclépios, c'est Esculape chez les Romains. Alors, Asclépios, qui est ce dieu de la médecine, et ben Asclépios, c'est le fils d'Apollon. Apollon, c'est le dieu des arts, comme tout le monde le sait, de la purification, mais également le dieu de la guérison, et il avait le pouvoir d'amener la peste avec son arc. Alors, la peste, c'est toutes les maladies épidémiques, c'est pas la peste que nous, on connaît. Et il a fait un enfant à Coronis. Coronis, c'est une mortelle. Simplement, Coronis a trompé Apollon. Du coup, il a tué Coronis enceinte et il a confié le fils qui est né, qui a été sorti, à Chiron. Alors, Chiron, c'est le fils de Cronos, c'est un centaure qui connaissait les plantes et qui va lui enseigner l'art de guérir. Le problème, c'est qu'Asclépios va découvrir les plantes qui réveillent les morts. Donc, Hadès, le dieu des enfers, va aller se plaindre à Zeus. Zeus, comme toujours, réagit d'un seul coup. Il va aller tuer Asclépios. Et puis, pris de remords, il va le ressusciter sous forme de serpent, qui est symbole d'immortalité. Et ce serpent, c'est le caducée des médecins. Et il a eu 2 filles. Avant d'être tué, il a quand même eu le temps de faire 4 gamins. Il a eu 2 filles, Hygie et Panacée, et 2 fils, qui sont Machaon et Podalide, qui auraient participé à la guerre de Troie. Hygie est toujours représenté, ici c'est un marbre du 1er siècle qui est au Rijksmuseum de Leyde. Hygie est toujours représenté avec une coupe, et c'est cette coupe qui est dans le caducée des pharmaciens. Alors, avant Hippocrate, la médecine avait plusieurs. Il y avait la médecine magique et populaire, qui est comme chez les Égyptiens, avec des devins, des guérisseurs. C'est la divinité qui s'empare du corps, donc il faut se purifier, les incantations, comme ce qu'on a vu. Le deuxième, c'était les Asclépiades. Les Asclépiades, c'était les fils, les descendants d'Asclépios. Et c'était une secte très fermée qui avait ses propres rites et qui se renouvelait par cooptation. Il fallait descendre d'Asclépios pour pouvoir soigner. Et le troisième lieu pour soigner avant Hippocrate, c'était les temples. Et ils vont se développer surtout à partir de moins 800, à Pergame, Kos, Rhodes et Épidore. Ils s'établissent dans des lieux très riches en sources. Après les ablutions, on s'endormait sous le portique des temples. Et pendant le sommeil, le dieu apparaissait et indiquait les remèdes et l'hygiène de vie à suivre. Alors, on a des témoignages, surtout dans le temple d'Épidore, on en a à peu près 70, qui sont gravés dans la pierre et qui témoignent de ces rituels de suggestion. Et l'importance des temples va quand même perdurer même après Hippocrate, parce qu'ils vont devenir le refuge lorsque la maladie était incurable, c'était un lieu de paix.
Alors, ce qui est important, c'est qu'à ces temples étaient annexés des stades et des gymnases où se réunissaient les philosophes et tout ce qui était intellectuel. Je vous ai mis le plan du le sanctuaire d'Asclépios à Pergame. Vous voyez, bon, on rentrait par la voie sacrée. Là, c'est l'entrée principale. Le temple d'Asclépios, qui n'est pas si grand que ça. Une bibliothèque, ce qui est intéressant. Là, c'était pour aller aux chambres d'incubation. Il y avait un théâtre. Et là, c'est le portique où se réunissait tout le monde. Et l'enseignement des Asclépiades cohabitait parfaitement avec les temples et les guérisseurs. Alors, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs connaissent un essor économique sans pareil, parce qu'ils vont fonder des comptoirs en Cyrénaïque, c'est-à-dire en Libye, en Italie, Sicile, le Pont-Euxin, c'est la mer Noire, et les dieux vont s'humaniser, et on a une explosion des philosophes et des artistes avec Platon, Socrate, Aristote, Démocrite, Échille, Aristophane, Hérodote, Périclès et d'autres. Et on a la richesse, l'essor économique, la liberté parce que les dieux n'interviennent que très peu, et l'émulation intellectuelle, ce qui va permettre une évolution philosophique et scientifique sans pareil. La médecine va être débattue totalement en même temps que la philosophie, et les philosophes veulent trouver une explication unique pour l'univers. Parce que tout le monde, et d'ailleurs tout le monde pouvait participer au débat. Les idées médicales étaient discutées librement, et les premiers à prendre part étaient effectivement les philosophes. Et il y avait une tentative au 5e siècle avant Jésus-Christ d'expliquer la genèse du monde en menant une enquête sur la nature. Et par exemple, il y avait Alcméon de Crotone, qui est un philosophe de cette époque-là, qui est un élève de Pythagore, et qui disait que ce qui préserve la santé, c'est l'égale répartition des puissances, l'humide et le sec, le chaud et le froid, et la conception de la santé, c'est donc un mélange harmonieux et équilibré des contraires. Et Empédocle, pour lui, le monde est constitué de 4 éléments stables, la terre, l'eau, le feu, l'air, dont les combinaisons instables produisent le mouvement. Donc, au milieu du 6e siècle, il y a déjà l'idée que la maladie, c'est la résultante d'une combinaison inadéquate d'éléments. Et il y a les Asclépiades qui sont d'origine divine, vont surtout se développer sur 3 sites, Kos, Cnide et Rhodes. Alors, Kos fait partie de la confédération de Délos, alliée d'Athènes. Alors, Kos, évidemment, prenait une approche globale du patient et de sa maladie. On va en faire les ancêtres des généralistes, alors que Cnide colligerait plutôt les observations et les rangerait par catégorie. On en a fait les ancêtres des spécialistes. Mais la branche de Cnide va s'éteindre relativement rapidement. Voilà. Alors là, c'est une carte de Grèce et vous voyez que Kos et Cnide sont des îles très près de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Alors, Hippocrate, il a réellement vécu, même si sa vie est auréolée de légendes. Il est issu effectivement d'une famille d'Asclépiades, puisqu'on ne pouvait être médecin que si on était issu d'Asclépiades. Ce serait le 19e descendant d'Asclépios. Son grand-père avait déjà écrit sur les articulations. Son père avait essayé de faire la synthèse des enseignements antérieurs. Il a donc eu un enseignement familial, oral et pratique. Il va se marier, avoir 2 fils médecins qu'il va envoyer, d'ailleurs, ils vont aller en Italie et dans le Pont-Euxin. Et puis une fille qui va épouser un de ses disciples, qui sera un des principaux rédacteurs de ses travaux. Il enseigne dès le début de sa carrière, et puis sa renommée est telle qu'Artaxerxès, le roi des Perses, va le désirer auprès de lui, ce qu'il va refuser. À partir de moins 420, c'est-à-dire déjà à l'âge de 60 ans, il va voyager en Grèce, en Macédoine, et il va mourir en Thessalie. On est sûr qu'il est allé en Thessalie parce qu'on a des observations de lui de malades de Thessalie.
Alors ça, c'est un tableau d'Hippocrate qui refuse les présents d'Ataxerxès. Et c'est Girodet de Rouy qui l'a fait. Il y a une esquisse au musée Fabre de Montpellier, c'est d'ailleurs la photo que je vous ai mise, et la composition finale est à la fac de médecine. Alors, après sa mort, évidemment, il va devenir un héros guérisseur. Il était médecin, mais il était aussi un excellent chirurgien, et chirurgie orthopédique et suture. Et il va dire, exerce-toi à pratiquer toutes les opérations avec chaque main, puis avec les deux mains ensemble, que le but soit la compétence, l'efficacité, la rapidité, l'absence de douleur et la grâce. Ce sont des instruments de médecine, des instruments de chirurgie de cette époque-là qui sont au musée d'histoire de la médecine à Paris. Alors, Hippocrate a une œuvre très importante et tout est réuni dans ce qu'on va appeler le corpus hippocratique, qui est l'ensemble des travaux d'Hippocrate. Ce n'est pas que d'Hippocrate, c'est plutôt de l'île de Cos, parce que c'est des textes en ionien, c'est un grec ancien qui est à la fois hétéroclite et homogène et hétérogène, tous parce qu'il y a plusieurs types de rédactions, ça a été écrit quand même sur 2 siècles, mais une seule pensée, l'observation médicale doit être sous-tendue par la rigueur intellectuelle. Alors, ce corpus hippocratique a été traduit par Littré. Littré, c'est un médecin du 19e siècle qui a consacré toute sa vie à traduire Hippocrate. Il avait reçu un enseignement des médecins qui avaient contribué à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et médecin à cette époque-là portait au nu Hippocrate du fait de l'importance qu'il accordait à l'observation, et son but était de mettre tout Hippocrate à la portée des étudiants en médecine. On est toujours avec la traduction de Littré. Alors, ce corpus hippocratique, dans ce qui nous reste, il y a les traités et il y a les aphorismes. Alors, les traités, il y a évidemment les traités chirurgicaux, épidémie, qui est en relation avec le climat, air, eau et lieu, et c'est ce que le médecin doit connaître, ou les topographies. Les topographies, c'est tous les renseignements sur un lieu où on habite, aussi bien géologique que géographique, les vents, les saisons, l'importance des eaux, des pluies, les fleuves, les rivières. Et il faut faire une topographie pour essayer de comprendre les maladies. Et ces topographies, ça va perdurer puisque au XVIIIe siècle, la Société royale de médecine avait projeté de faire la topographie entière du royaume de France. Ça va disparaître au début du XIXe. Pronostics qui sont signes favorables ou défavorables pour suivre les maladies, le régime des maladies aiguës thérapeutiques et la maladie sacrée. La maladie sacrée, c'est l'épilepsie, parce qu'on disait que quand l'épileptique avait ses crises, il était en relation avec les dieux et Hippocrate va démontrer que la maladie sacrée est une maladie comme les autres. Alors, les aphorismes sont l'œuvre authentique d'Hippocrate, et c'est les maximes qui régissent les relations de l'homme et de la nature. La nature tend à maintenir un état de stabilité et la maladie induit un déséquilibre. Et le médecin doit rétablir cet équilibre. Et il traite des différents aspects de l'art médical. La vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse et le jugement difficile. C'est le premier aphorisme d'Hippocrate. Alors, les théories d'Hippocrate, la première de toutes, c'est l'observation. Et c'est absolument primordial. Rien n'est immobile, rien n'est isolé. Et il faut chercher sous l'apparente diversité des maladies les traits communs des lois qui peuvent permettre un pronostic. Et la maladie, c'est un ensemble de symptômes qui relèvent d'une cause et d'un traitement spécifique. Chaque maladie a une cause naturelle et aucune ne se produit sans une cause naturelle. Et il faut absolument observer, parce qu'on n'a pas, à cette époque-là, évidemment, on n'a aucun autre moyen que l'observation, et il faut utiliser tous les sens. Alors, cette observation a permis de faire une construction intellectuelle, et c'est très simple. C'est très simple, le corps est constitué de 2 parties, une solide et une liquide.
La liquide, c'est ce qu'on va appeler les humeurs. Les humeurs sont au nombre de 4. Il y a le sang qui provient du cœur, la bile jaune du foie, la bile noire de la rate et le flegme du cerveau. D'où les 4 tempéraments. Le tempérament sanguin, le bilieux, le phlegmatique, l'atrabilaire ou le mélancolique, c'est la bile noire. Ils sont combinés avec 4 qualités élémentaires, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Et ces humeurs se mélangent dans le corps sous l'influence d'une énergie provenant du cœur, engendrée par les éléments ingurgités, comme les 4 saisons, d'où la cohérence de l'homme dans son environnement. Et les humeurs sont là pour mettre en musique l'observation, et c'est la théorie. Donc, il faut chercher évidemment une explication rationnelle. L'homme est le produit de son environnement climatique géographique. De la position géographique géologique dépend de la qualité des eaux des saisons dont il subit son influence. Il établit un lien donc Hippocrate va établir un lien de causalité entre le climat et la maladie. Les habitants d'une cité orientée au nord avec ses vents froids seront vigoureux et minces, et toute constriction affectera leur bas-ventre plutôt que leur poitrine. La situation agréable dans un climat tempéré, ni trop chaud ni trop froid, a pour conséquence qu'ils manquent d'énergie et de courage et seront atteints de langueur. Tout ça, c'est dans les traités des airs, eaux et lieux, chapitre 4. Et le changement des vents sont la cause de maladies avec fièvre et toux sèche. La toux commence 15 à 20 jours après qu'il y ait eu des changements fréquents dans les vents. Donc, on a une médecine laïque. On passe donc du modèle vertical homme, Dieu, homme, à celui horizontal, somme de l'homme avec son environnement. La maladie, bien évidemment, croît et meurt comme les autres vivants. Elle provient donc d'une perturbation de ses humeurs qu'il faut rééquilibrer. Donc, le but va être d'évacuer ces humeurs viciées. Donc, on va donc jouer pour contrebalancer l'humeur pécante. On va rétablir l'harmonie. Donc, on va recourir aux évacuants, les laxatifs, les émétiques, c'est-à-dire les vomitifs, les saignées, les ventouses. La pharmacologie n'est pas très libre, très riche par contre. D'où, puisqu'il faut surtout préserver cet équilibre, d'où l'importance de la prévention. La diététique, il va appeler ça lui plutôt la diéta. La diéta, ce sont les boissons, les aliments, l'exercice et les bains. Donc, il faut, vu que l'homme mangeant ne peut se bien porter que s'il fait de l'exercice, les aliments et les exercices ont des vertus opposées qui cependant concourent à l'entretien de la santé. Les exercices dépensent, les aliments et les boissons réparent, livre 1 des épidémies. Donc, le régime doit être adapté à chacun selon sa constitution, donc importance de préserver la santé, mais vous voyez bien que le régime doit être adapté à chacun. La médecine est individuelle et non pas du tout collective et elle doit être bien adaptée. Là, c'est un pot à pharmacie avec une gorgone sur le couvercle et c'est un pot qui est du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est dans une collection privée. Donc, l'autre apport d'Hippocrate important, c'est la déontologie. Le médecin pratique la médecine non pour lui, mais pour le malade. Il connaît ses limites. Et ce qui est très important chez Hippocrate et qu'on retrouvera aussi chez Galien, c'est être utile, du moins ne pas nuire. On soigne tous les malades et on sait qu'Hippocrate a soigné aussi les esclaves, mais pour soigner les esclaves, il fallait quand même être appelé par les maîtres. Il module ses tarifs au prorata des ressources de ses patients. Il refuse de la situation pour séduire les membres de la famille et il faut que le malade aide le médecin à combattre la maladie. Et au départ, la déontologie, on se retrouve dans ce que nous, on appelle le serment, le fameux serment d'Hippocrate que tous les médecins prononcent à la suite de leur thèse. Ce serment, au départ, c'était dans une époque où la profession n'était réglée par aucune loi et on s'est trouvé au 5e siècle
avec un manque de médecins parce qu'il y a un essor économique, donc un essor démographique. Et c'est donc un contrat qui va avoir lieu entre le maître enseignant et l'élève. Et ce contrat, ça va indiquer ce à quoi l'élève est obligé. Donc, ce contrat va préfigurer le secret médical, oui, et il va se permettre de se libérer des asclépiades parce qu'à partir du moment où on adhère à cette éthique et suit les préceptes, eh bien, on peut être médecin. Donc, il prône le respect du malade et plus largement le respect de la vie. Alors, dans ce serment d'Hippocrate, les dieux interviennent au début et à la fin, mais ils sont là, ils sont plutôt témoins en cas de parjure et de non-respect. Ça, c'est un serment d'Hippocrate en grec qui a été imprimé au XVe siècle, et l'autre serment d'Hippocrate, c'est celui qui était dans mon cabinet pendant tout mon exercice. Donc, ce serment d'Hippocrate a été revu par le Conseil de l'Ordre des médecins en 2012, et c'est toujours la même chose, rétablir et préserver la santé dans tous ses éléments, respect des personnes, information du patient, ne pas abuser de sa position, soin à l'indigent, ne pas succomber à la soif du gain, ne pas divulguer de secrets, tout faire pour soulager la souffrance, ne pas provoquer délibérément la mort, et surtout ne rien entreprendre qui dépasse ses compétences. Il y a eu une déclaration à Genève en 1948 par l'Assemblée générale médicale mondiale qui reprend l'ensemble de ces textes, et il y a une charte d'éthique médicale européenne qui reprend aussi l'ensemble du serment d'Hippocrate. Et la triade hippocratique est toujours d'actualité puisqu'elle se compose en 3 termes, la maladie, le malade et le médecin. Le médecin, c'est le desservant de l'art et il faut que le malade aide le médecin à combattre la maladie. Donc, la médecine hippocratique apparaît d'emblée comme une médecine laïque, ça c'est très important, rationnelle, il y a une cause à la maladie, exercée par des médecins qui, en prescrivant des médicaments, des régimes et en pratiquant des interventions chirurgicales, et qui a une éthique. Alors, le métier de médecin, comme je vous l'ai dit, n'est pas sanctionné par un examen, et il doit s'imposer par sa compétence et son éloquence et sa réussite surtout. Il exerce en public. Alors, la consultation, c'est une pièce de théâtre. L'officine, c'est à la fois un cabinet de consultation, il y a les instruments, il y a le pharmacien, il y a les aides. Le malade vient toujours avec la famille, les voisins, et c'est une vraie pièce de théâtre. Le salaire du médecin est fonction de sa réputation et de sa clientèle. Il n'y a pas de femme médecin, uniquement pour les accouchements, et il doit se former, et il existe des traités médicaux à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, je vous ai mis une femme en train d'accoucher, puisque les femmes servaient uniquement à la maïeutique, à la différence de ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les égyptiennes, ce sont des femmes et non plus des déesses qui aident à l'accouchement. La chirurgie, alors là, on a Anachorès qui guérit son frère piqué par un serpent, c'est à la Bibliothèque nationale, et là, c'est sur un vase qui est au musée archéologique de Berlin, qui montre Achille qui bande le bras de Patrocle, son compagnon d'armes et son compagnon tout court. Alors, après Hippocrate, la médecine va se déplacer un petit peu dans tout le bassin méditerranéen, et on a 2 médecins qui ont été connus, qui sont Érisistrate et Hérophile, qui étaient très attirés par l'anatomie. Et en Grèce, on ne pouvait pas faire d'autopsie puisqu'il y a un tabou grec qui interdisait d'intervenir sur un corps mort. Une dépouille mortelle continue de représenter un individu humain, même si l'idée était acquise que l'âme n'était quelque chose de transitoire et d'immatériel. Donc, il existait sur le bassin méditerranéen un endroit, se sont-ils dit, où on pouvait pratiquer des autopsies, puisqu'en Égypte, on faisait des momies. Alexandrie, c'est une cité grecque qui a été créée par Alexandre en moins 330. C'est une cité qui est tellement grecque que les Égyptiens, pour y rentrer au début, devaient avoir une autorisation. C'est une cité qui est devenue capitale de la culture. Alexandrie, c'est sur la partie ouest du delta du Nil.
en bordure de Méditerranée. Vous connaissez le célèbre phare d'Alexandrie. Et Alexandrie était très célèbre parce qu'il y avait sa bibliothèque. Les Ptolémées avaient comme désir d'avoir un modèle de ce qui s'écrivait dans tout le bassin méditerranéen. Ils ont eu jusqu'à, paraît-il, 700 000 rouleaux. Et il y avait le musée. Le musée, c'est pas du tout un musée comme chez nous. Le musée, c'était le temple des Muses où se réunissait tout ce qu'il y avait d'intellectuel. C'était une cité absolument brillante. Et Érisistrate et Hérophile ont obtenu de faire des autopsies, mais qu'ils ont vite transformées en vivisection. Ils faisaient ça sur des condamnés à mort et des esclaves. Et ça a été très rapidement arrêté parce que ça a fait un tollé général. Mais ils ont quand même fait des découvertes assez importantes. Hérophile a de ce fait différencié les nerfs moteurs et sensitifs. Et Érisistrate, lui, a découvert les valves du cœur et le départ des nerfs du cerveau. Mais ça a fait quand même un tollé important. Et après, la médecine va se déplacer plutôt vers Rome. Alors, la médecine romaine, peu importante à cette époque-là, on a Dioscoride qui a fait des études de médecine à Alexandrie, donc cité grecque, et à Athènes. Il va aller à Rome comme médecin militaire parce que les médecins devaient suivre les armées. Il va étudier les temples et rédiger en grec des Materia Medica. C'est un ouvrage qui a retrouvé une grosse importance au XVe siècle quand il a été imprimé. Et puis Cels, qui aurait écrit une encyclopédie des Arte Medica, qui est dans la ligne hippocratique. Alors maintenant, on va aborder une figure centrale de l'histoire de la médecine occidentale, qui est très prolixe, c'est Galien. Galien qui est né à Pergame. Pergame, c'est en Asie mineure, l'actuelle Turquie. C'est une cité très florissante en commerce, vie culturelle. C'est vraiment une ville aussi très intellectuelle. Il est d'une famille aisée. Son père était architecte, il était surtout propriétaire terrien, ce qui fait que Galien, toute sa vie, n'aura aucun souci financier. Il a été très marqué par un père stoïcien et il va très jeune étudier. Il va étudier en plus de la philo, la médecine à partir de l'âge de 16 ans. Il sera très marqué par le décès de son père quand il aura 19 ans. Donc, il va partir ensuite voyager. Il va aller à Smyrne, Corinthe et Alexandrie. Et Alexandrie, il ne va pas s'y perdre du tout, mais il reste quand même 4 ans. Et ça serait là où il aurait vu pour la première fois un squelette humain. Il va revenir à Pergame parce qu'il va être appelé comme médecin des gladiateurs. Alors, les gladiateurs, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des hommes libres la plupart du temps. Ils étaient la propriété du grand prêtre de Pergame. Il en possédait 25 pairs, donc 50 gladiateurs. Donc, c'est des hommes libres, c'est une denrée qui est chère et rare. Et les combats s'arrêtent en général au premier sang et ils sont plutôt des combats à pied avec différentes armes. Alors, il va être très content, Galien, parce que lui, en 4 ans, il ne va perdre que 4 gladiateurs, alors que son prédécesseur en avait perdu 16. En 161, à Pergame, il y a des troubles politiques et Galien va être obligé de partir parce qu'il était du mauvais côté. Il va rejoindre à Rome Eudème, qui est un philosophe de Pergame, qui est un de ses amis, et où il va se hisser dans la haute société. Alors, il va faire des démonstrations publiques, mais le problème, c'est qu'avec son caractère de cochon, il va s'en prendre aux médecins éminents. Il va quand même soigner Marc Aurèle pour des douleurs abdominales, mais il a tellement d'ennuis avec ses concurrents qu'il est obligé de retourner à Pergame et il va y aller en faisant des détours afin de récolter des plantes médicinales et il va vivre ce retour vraiment comme un échec. Il va être ensuite rappelé par Marc Aurèle pour suivre les armées, mais il va refuser, donc il va lui demander de soigner le jeune Commode, qui va devenir empereur complètement fou et cruel. Donc là, il va se faire très discret en Campanie. C'est une période très sombre pour l'Empire et pour lui. Et il va être très marqué par l'incendie de sa bibliothèque en 192. Il avait loué à Rome un endroit où il avait stocké tous ses livres et
Évidemment, vous savez que les incendies étaient fréquents à Rome et sa bibliothèque va brûler. Et il va réécrire la plupart de ses traités dont il se souvenait par cœur. Et il avait quand même beaucoup de secrétaires, puisque je vous ai dit qu'il avait quand même des moyens financiers importants. Il mourra peut-être en 199, où et comment, on ne sait pas. Alors ça, c'est un médaillon qui est sur la façade de la faculté de médecine des Saints-Pères, qui a été construite entre les deux guerres, et c'est Marc Aurèle qui est soigné par Galien. Et Marc Aurèle dira, nous avons eu un médecin et un seul, et il est totalement libre. Alors, le caractère de Galien, il a été très marqué par le stoïcisme. C'est un travailleur acharné qui a une connaissance livresque phénoménale, puisqu'il va écrire en anatomie, en pharmacologie, en philo. Il va écrire aussi des traités mathématiques et astronomiques. Il est très imbu de ses qualités. Il avait toujours le besoin de corriger les erreurs des autres, même de ses maîtres. Il était très ambitieux, mais il va diffuser la pensée hippocratique absolument dans tout le bassin méditerranéen. Alors, il a une œuvre absolument considérable. Il aurait écrit plus de 500 traités, je vous ai dit, sur la médecine, les maths, la linguistique. Seul un quart nous est parvenu en grec, latin et syriaque. Et puis une partie, après, retraduit des arabes. Il va céder de secrétaire, donc c'est ce que je vous ai déjà dit. Et sa volonté, c'est de construire un système explicatif global, et il va commenter phrase par phrase l'œuvre d'Hippocrate. Le but, c'était de faire un livre d'enseignement global pour les étudiants. Alors, il était convaincu que l'anatomie avait une importance énorme, mais pas possibilité, comme je vous ai dit, de faire des autopsies. Il va se rabattre sur les animaux. Il va surtout disséquer des singes, parce qu'il pense que c'est ce qui est le plus proche, les singes, des humains. Et ça, c'est une pièce d'anatomie animale qui a été plastifiée, qui est de l'école vétérinaire de la Maison Alfort et qui était vue à une exposition sur Galien en Belgique. Donc, il va découvrir que tous les nerfs sont issus du cerveau, ce qui est important, que l'urine est produite par les reins, que le sang circule dans les artères. Il va découvrir aussi le rôle du nerf récurrent dans la phoniatrie. Alors, le gros problème, c'est qu'en disséquant les animaux et en l'appliquant à l'homme, c'est quand même source d'erreurs. Et ces principales erreurs vont être dans la circulation du sang. Pour lui, ça, c'est le fonctionnement du sang vu par Galien. Et ça, c'est la circulation du sang qui sera le schéma qui sera fait par Harvey et au début du XVIIe siècle. Et le problème, c'est que la circulation du sang vue par Galien va perdurer du IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, par Harvey. Alors pour lui, le sang était fabriqué dans le foie à partir des éléments de la digestion. Il va de la veine cave à la périphérie. Le septum interventriculaire, c'est-à-dire dans le cœur, est perméable, alors heureusement qu'il ne l'est pas. Les veines pulmonaires vont du poumon au ventricule gauche et le cœur est une chaudière, tout simplement parce que quand le cœur bat, le corps est chaud et quand il ne bat plus, le corps est froid. Et le sang arrivé en périphérie disparaît. Donc le retour veineux est complètement occulté. Là, c'était aussi un excellent chirurgien. Je vous ai mis des instruments de chirurgie qui ont été trouvés à Pompéi, dont un spéculum. Vous voyez, à l'époque, c'était quand même pas très doux. Il opérait, il était chirurgien, il était aussi, donc il opérait de la cataracte. Il opérait de la cataracte et on dit que le chirurgien, dit-il, prend une aiguille acérée, l'enfonce en ligne droite à travers les deux tuniques, entre l'angle externe et la pupille, et au niveau de la cataracte, de manière à ne blesser aucun vaisseau, il l'incline pour la fixer vers le bas. Les collyres étaient sous forme solide, à base animale, végétale, minérale. Ils étaient séchés et pulvérisés avec de la gomme et dilués au moment de l'utilisation. On a des lettres du gouverneur d'Espagne qui remercie Galien
des collyres qu'il lui a envoyés et qui étaient d'ailleurs sous forme séchée. Pour lui, la thérapeutique, comme pour Hippocrate, est avant tout préventive. L'exercice physique quotidien et sans exagération, l'alimentation saine et en quantité modérée, même pour la boisson, et il donne des détails, il faut mieux de la viande blanche que de la viande rouge, du vin blanc plutôt que du vin rouge, et le sommeil doit être équilibré, et les bains, il était, oui, pas toujours, que de temps en temps, et les bains devaient être pris après des laxatifs. Donc, rétablir un juste équilibre, là aussi, ne pas nuire. Donc, on agit exactement, on rééquilibre les humeurs viciées, on purge, diurétique, émétique, régime alimentaire, c'est-à-dire que quand quand on réchauffe si la maladie est considérée comme froide, on assèche si elle est considérée comme humide, et voilà. Et il faut l'assaigner avec modération, ventouse, massage. C'est lui-même qui va confectionner ses médicaments. Hein. Il étudie les plantes médicinales, il cherche à savoir comment mieux les mélanger. Il a écrit plusieurs traités volumineux. Il paraît qu'il aurait écrit sur 3500 plantes avec des centaines de substances végétales, des produits courants. Et quand les produits sont trop chers, il propose des succédanés et on en a fait le père des génériques. Et il a mis au point la célèbre thériaque. Alors là, la thériaque, c'est extraordinaire. La thériaque, c'est avec 3 produits de base, qui sont la vipère. Au début, elle était broyée, puis après, on va extraire le venin, le pavot, c'est-à-dire l'opium, et le miel. Et là-dessus, on rajoute des tas de produits, le vin, le vinaigre. Chacun avait sa recette de thériaque. Cette thériaque va être au Codex en France jusqu'en 1884. Et elle soigne tout. C'est un antipoison, elle soigne les flèvres, les maladies contagieuses. Alors, il aurait soigné avec sa thériaque Marc Aurèle et guéri ses coliques. Ben évidemment, il y a évidemment de l'opium dedans. Alors, on est après le déclin de la médecine gréco-romaine. Il n'y a absolument pas d'homogénéité. Il y a floraison de charlatans, de sectes, avec les dogmatiques où le raisonnement prime sur l'expérience, les empiriques, l'expérience personnelle domine, les pneumatiques où tout est basé sur le souffle, les méthodiques, le corps malade a lui-même sa solution. En fait, la médecine, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de contrôle des connaissances. L'apanage de la médecine était plutôt celle des esclaves qui étaient devenus médecins par la volonté de leur maître, c'est un gage de prestige. Et les médecins à Rome étaient surtout des médecins grecs. En période de famine, Auguste va expulser de Rome tous les étrangers et un grand nombre d'esclaves, mais il va faire exception pour les médecins et les précepteurs. Le grec était la langue médicale et elle ne va plus être très utilisée après la chute de Rome. Là, c'est une plaque qui garde la trace d'un esclave médecin, tyrannos de la médecine de l'impératrice Livie à Rome. Si la médecine grecque s'exporte, elle reste grecque. Alors, la médecine hippocratique, voilà, les maladies agissent selon une causalité naturelle sans intervention surnaturelle. La médecine est autonome. Importance de l'environnement, rôle de l'observation et de l'écoute. Le serment, c'est les principes fondamentaux de l'éthique médicale, toujours actuellement. La médecine offre une grande ouverture aux différentes influences et la philosophie aide la médecine. Alors, après la chute de Rome, la médecine va se réfugier dans l'Empire romain, parce que la chute de Rome, c'est l'arrivée de tous les barbares, et là, tout se délite. Ça va se réfugier dans l'Empire romain d'Orient, puis ça va passer et être très enrichi dans le monde arabe. Alors là, c'est merveilleux, avec Rhacès, Avicenne, Albucasis, Averroès, Maïmonide, Ibn-Nafis. C'est une médecine flamboyante, avant de revenir au XIIe siècle, XIe siècle en Occident, où les textes de Galien et d'Hippocrate vont dominer, mais ils vont être retraduits et ils vont enfermer la médecine jusqu'au XVIIIe siècle.
avant de laisser place à la médecine expérimentale et aux grandes découvertes du 19e. Mais la pensée hippocratique demeure dans la laïcité de la médecine. La médecine est totalement détachée d'une intervention divine quelconque, dans l'éthique médicale, dans la considération du patient individuellement et dans sa globalité, et de l'importance de la prévention par une diététique appropriée. Voilà, et je vous ai mis quelques références bibliographiques. Voilà, Philippe, ce que je voulais dire. Si vous voulez intervenir, je suis prête à répondre à vos questions. J'ai tout à fait conscience qu'on ne sait pas. On est loin de tout savoir et que beaucoup de documents nous manquent. Merci infiniment, Marie-Laure. Bravo. Voilà. Ben, merci. Et si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Alors, moi,